mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette soirée un peu particulière parce que vous n'allez pas voir un film, enfin vous allez voir un film sans que ce soit tout à fait un film, puisque c'en est une forme d'adaptation. On en parlera peut-être tout à l'heure, puisque c'est une nouvelle version d'un film que je l'espère vous connaissez, ou pour ceux qui ne le connaîtraient pas, vous allez le découvrir. Film extraordinaire s'il en est, qui est la chronique d'Anna Magdalena Bach, réalisée par Daniel Huillet et Jean-Marie Straub. Mais c'est aussi, pourquoi cette projection? Parce que c'est toute une histoire, qu'on va peut-être vous expliquer tout à l'heure, mais la base de cette projection, c'est la réalisation d'un objet, plus qu'un DVD. Parce que ce n'est pas seulement un DVD, c'est un double DVD et un livre qui forment un objet, qui raconte à la fois la genèse, l'histoire de ce film, une histoire portée pendant de nombreuses années, avec différentes traces, différents éléments, qui raconte son histoire, à la fois différentes versions du film, comme on va peut-être en parler dans quelques instants, et aussi dans le deuxième DVD, énormément de ces traces et documents qui racontent l'aventure extraordinaire de ce film, qui n'est pas un film sur la musique, mais une musique qui a été filmée, pour le dire à l'envers. Ça c'est ma vision du film, voilà. Pour ce faire, voilà, ça a été une longue histoire, à la fois la réalisation de ce livre et de ce DVD, avec différents textes et documents qui l'accompagnent. Ça a été aussi une longue histoire pour réaliser les DCP, excusez-moi du néologisme étrange en parlant d'un film de Jean-Marie Straub, mais en effet, la réalisation des DCP, ça veut dire des Digital Cinema Package, c'est-à-dire des objets numériques que sont devenus les différentes versions de cette chronique. Enfin, toute une aventure que Jean-Marie Straub va pouvoir nous raconter en compagnie de Barbara Ulrich, qui est aussi à l'origine justement de cette transformation du film argentique en objet numérique et en objet tout court, puisque ce coffret est vraiment une véritable merveille. Elle l'a supervisé, couvé, elle l'a rendu possible. Je vous rappelle que ce coffret est en vente ici à l'entrée. N'hésitez pas à l'acquérir. C'est vraiment un bijou de cinéma et de lecture, puisque vous allez pouvoir le voir notamment dans les bonus. Il y a un certain nombre de documents qui sont édités, des documents extraordinaires. Mais je n'ai pas envie de trop les dévoiler parce que finalement, la découverte de tous ces différents éléments fait partie de la surprise qu'on peut avoir en découvrant toutes ces traces et tous ces éléments qui ont composé en quelque sorte la chronique. Combien ça coûte ce coffret? Combien il coûte 35 francs. Voilà, c'est la première chose à dire. Maintenant, merci. Donc 35 francs en vente à la sortie. D'accord? Alors, est-ce que je peux passer la parole d'abord à Jean-Marie? Jean-Marie, voilà. Merci Jean-Marie de nous rejoindre. C'est moi qui remercie d'avoir la permission d'être là, surtout. Bon, alors le film que vous allez voir, il vous l'a expliqué à sa manière. Personne ne l'a jamais vu, sauf une fois à la Cinémathèque. À Paris, il y a deux mois ou quelque chose, 3 mois. Parce que c'est un film qui n'est pas le film, c'est une autre matière, c'est des DCP, c'est du numérique. Et ça a été le résultat d'une longue patience, parce qu'il a fallu récupérer les négatifs. Et il a fallu faire ça parce qu'il n'y a plus de labo, il n'y a plus de pellicule, il n'y a plus de développement, et il fallait bien qu'aux gens qui nous demandaient le film, on ne soit pas obligé de dire, écoutez, il y a une copie à la Cinémathèque suisse, mais elle est déjà très usée, on ne sait pas si ils vont vous la prêter. Il y en a une à la Cinémathèque de Paris, c'est la même chose. Et là, on est dans un état encore plus pitoyable. Donc, il fallait qu'aux gens qui voulaient continuer, ou aux jeunes qui voulaient voir le film, on puisse dire, ben voilà, on vous montre le film sans faire d'histoire. Donc, voilà, c'est pour ça que ce film existe, que vous allez voir pour la première fois ici ce soir. Bon. Est-ce qu'on peut dire quelques mots des versions? Parce que là, on va voir la version française et il en existe plusieurs autres qui sont toutes visibles sur le DVD. Qu'est-ce que je dise là-dessus, moi? Pourquoi il y a eu plusieurs versions du film? Pourquoi il y a eu plusieurs versions? Parce que quand on était en train de monter la version dite originale, c'est-à-dire la première, en allemand à Munich,
On s'est dit, bon Dieu, ces pauvres Français qui déjà ont demandé le film, on va quand même pas leur imposer un film avec des sous-titres permanents, parce qu'il y avait un commentaire permanent dans le film, et c'est trop cruel et c'est ridicule. Alors on a dit, on va faire une version avec un commentaire en français. On a réenregistré le commentaire avec la même fille qui avait fait Anna Magdalena Bach et qui avait dit le commentaire en allemand, mais il se trouve qu'elle avait un accent français, un accent allemand, et qu'elle avait appris le français dans le sud de la France. Donc ça faisait quelque chose de bizarre, et c'est ça que vous allez voir ce soir. Ensuite, il y a eu des Hollandais qui ont fait la première mondiale au Festival d'Utrecht, et ils voulaient, on s'est dit, mais on peut pas leur imposer une version allemande ou française, ils détestent les Allemands, et le français ils ne le comprennent pas bien, donc on va leur faire une version hollandaise, et on leur a fait une version hollandaise. Mais c'était chaque fois la même image, la même musique, le même montage son, avec un commentaire dans une langue différente, qui se déplaçait, commençait un tout petit peu plus tôt, finissait un petit peu plus tard, ou finissait un petit peu plus tôt, etc. Et c'est le même film chaque fois avec un commentaire en décalage permanent, voilà. C'est ça la question. C'était ça la question. On a fait la même chose en anglais. Alors pourquoi l'anglais? Pourquoi l'italien? Pourquoi l'anglais? Parce qu'il y avait un Lascar à Londres qui voulait sortir le film, c'est tout. On a été très patients et très gentils. On aurait pu leur dire démerdez-vous, sous-titrez-nous tout ça, et c'est quand j'en aurais marre de lire, sortez de la salle. On n'a pas fait ça, c'est tout. Et si je peux me permettre une question encore, ouais. C'est l'histoire du film, c'est-à-dire son origine, parce que finalement, c'est un de vos projets, c'était votre premier projet, c'était quelque chose qui vous a amené au cinéma. En 1954, ouais. Et on a pu le réaliser en 67. Ouais, c'est tout. Mais en même temps, pendant toutes ces années-là, depuis 54, ouais. Vous avez recueilli, réuni des documents, vous avez écouté... On a un peu travaillé, on a surtout cherché de l'argent. On a surtout vécu en serrant la ceinture, et voilà. Et on a surtout fait de nombreux voyages, et bon. Et on a surtout dit plusieurs fois non à des gens qui nous disaient, écoutez, on va vous aider, on a entendu parler de votre film, est-ce que vous voulez le faire avec Herbert von Karajan? Alors on disait, ah, mais qui payera Karajan? Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui le payerai. Ce type-là, il s'appelait Hans Eckelkamp, il avait distribué des coccinelles en or à Cannes et il a fait faillite ensuite. Il a été le propriétaire de 5 cinémas à Düsseldorf et le distributeur de tous les films de la nouvelle vague allemande. Hans Eckelkamp, voilà. Et alors, on lui a dit non, excusez-nous, mais Herbert von Karajan, c'est un bonhomme qui nous plaît pas beaucoup, ni politiquement, ni moralement, ni musicalement. Et de toute façon, il sait pas jouer du clavecin, on veut pas... Et on disait, mais qui le payera, vous inquiétez pas, je vous donnerai tant pour faire le film. J'ai dit, comment ça? On a besoin de la moitié de cette somme-là pour faire le film. On a fait des calculs précis, vous pouvez garder l'autre moitié. Ah mais ça fait rien, je vous donnerai. On a dit non, on veut pas faire un film avec Herbert von Karajan, mais un film avec Gustav Leonhardt. Mais je trouve que celui-là, au box-office, à l'époque, il n'existait pas. Ben, c'est tout, c'est ça qu'il fallait dire ou non? Je sais pas, Jean-Marie, c'est vous qui savez ce qu'il est à dire ou pas. Mais par exemple, oui, on peut dire ça. Alors oui, ça a duré un peu de temps, entre-temps on travaillait, on corrigeait, on mettait tout en cause, on remettait tout à zéro et on recommençait. Alors ça a donné un objet qui est l'objet de... qui est le résultat de... Bon, je sais pas, il faudrait... Je sais pas comment dire ça. Il y a quelques écrivains français qui savent de quoi il s'agit. Bon, voilà, alors moi je vais vous dire 2 mots sur le film quand même. Non? Oui. Puis après je m'en ai... Rassurez-vous, ce sera pas long. Alors, il y a un certain David Ward Griffiths qui a dit
what modern movie lacks is the wind. Ce dont manque, ce qui manque au cinéma moderne, c'est le vent. The moving wind in the trees. Le vent mouvant dans les arbres. Bon. Ce film-là, c'est exactement ça. Pour la première fois, on a du vent sur un écran. Et on voit beaucoup de choses qui viennent du vent. Il n'y a pas d'arbres. Il n'y a pas de vent puisque tout est tourné en intérieur ou à peu près. Mais il y a le vent et il y a tout ce qui bouge. Et tout ce qui bouge, ça vient de la musique. La musique, c'est le vent et ce qui bouge, c'est les perruques, c'est les doigts, c'est ce qui fait mouvoir les musiciens qui produisent la musique. C'est ça le film. Du coup, on voit des milliers de choses qu'on n'a jamais vues nulle part, aussi nombreuses à l'écran. Voilà, première chose. Deuxième chose, ce film-là est un documentaire, mais c'est un faux documentaire. Tout ce qu'on voit dans le film est détruit, n'existe plus. L'église Saint-Thomas à Leipzig a été détruite de la tribune, les gens, naturellement en 1871, 12, 13. On avait détruit les communards, ensuite on a détruit les orgues dans les églises. Et l'église l'école Saint-Thomas est détruite, toutes les autres églises sont détruites. Il n'y a pas une seule église où Bach est une première exécution qui existe encore. L'église de l'université de Leipzig a été dynamitée un peu plus tard. La salle de la musique de Köthen, où il est au début du film, n'existe plus, elle a été bousillée dans le style napoléonien à l'époque, etc. Donc, ce documentaire que vous verrez est un faux documentaire. Quand on a choisi une tribune d'orgue, c'était rigoureusement en fonction de l'espace et de la dimension et de l'espace entre le positif et la partie principale de l'orgue. Et tout est comme ça. Et quant à la langue, Anna Magdalena Bach n'a jamais tenu un journal, Bach n'a jamais écrit un journal. C'est une fiction. Cette fiction documentaire est une histoire d'amour, est un roman d'amour. On verra tout à l'heure. Merci. Juste un petit mot, j'ai rien à ajouter évidemment au sujet du film. Je voulais simplement dire que l'idée du coffret, c'était l'idée d'un cadeau d'anniversaire pour Jean-Marie, parce que qui a fêté ses 80 ans il y a quelques mois, et qui a toujours parlé avec beaucoup d'amour et de tendresse de ces 5 versions de chroniques qui existent sur des copies, des collections de cinémathèques dispersées dans le monde. Et l'idée était de les rassembler justement, ce qui est fait. Et le coffret qui est donc... Frédéric a déjà tout dit, c'est pas la peine d'ajouter quelque chose. Et tout ça, c'est un beau projet, avec beaucoup de surprises, de bonnes et de mauvaises. Et c'était possible uniquement parce qu'il y a beaucoup d'amis qui sont associés à ce projet, qui ont aidé. Et c'était possible aussi grâce à l'aide de 2 grandes institutions, qui sont les Archives françaises du film, qui ont fait le scan, et grâce à la Cinémathèque suisse, qui ont permis après de faire les DCP,
et qui nous ont soutenus financièrement et logistiquement et amicalement aussi. Merci beaucoup, Frédéric. Et tout ça en secret dans mon dos. Bah, oui, sinon c'est pas un cadeau. Hein. Merci. Merci à vous. Merci Jean-Marc. Moi, je m'en vais parce que j'ai déjà vu plusieurs versions, d'ailleurs. Vous préférez, on arrête. Et si vous êtes fatigué, que vous préférez sortir, c'est comme vous voulez. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, alors ce que je voulais dire là, dans le sens, c'était un documentaire faux. C'est que par exemple, la première fois qu'on le voit jouer de l'orgue, il parle de Kassel où il était invité à inaugurer l'orgue, et bien cet orgue-là n'existe plus. Donc on a choisi un orgue de la même époque, du même Silbermann, en Allemagne de l'Est, dans un village qui s'appelle Großhartmannsdorf. La deuxième fois qu'on le voit jouer de l'orgue, sur le plus grand orgue là, vers la fin, c'est également un orgue de Silbermann, mais il a été détruit par le bombardement de nos chers alliés à Dresde 3 jours avant la fin de la guerre. C'était complètement inutile du point de vue stratégique, mais ils ont dit, Churchill a dit, on a fait ça pour impressionner Staline. Voilà. Alors là, on a pris dans la cathédrale de Freiburg, il y avait un orgue qui était antérieur d'un an du même Silbermann ou postérieur d'un an. Voilà, tout le film est fait comme ça. Est-ce que je me suis un peu expliqué? Mais il fallait trouver beaucoup de musiciens professionnels. Qui? Ben, ceux qui chantent, qui jouent. Il y a deux groupes. Comme il y a dans l'histoire, dans la narration, dans le récit, on dit qu'il était d'abord à la musique à la cour de Köthen. Là, il y avait un petit groupe de musiciens. Et pour cela, on a choisi le Concertus Musicus de Nikolaus Harnoncourt à Vienne, qui à l'époque n'avait fait qu'un seul disque où ils étaient en train de le faire. Ensuite, on avait besoin d'un groupe un peu plus important pour les musiciens de Leipzig. Et là, on a choisi le Konzertgruppe de la Schola Cantorum Basiliensis de Bâle, grâce à August Wenzinger. C'était un groupe un peu plus important que ceux de la cour de Köthen. Et surtout, on avait le problème qu'il ne fallait pas qu'il y ait des femmes. On ne pouvait pas prendre les femmes qu'il y avait dans ces deux groupes. Parce que dans les églises luthériennes, les femmes n'étaient pas tolérées sur les tribunes d'orgue. Il y a même un petit scandale de la jeunesse de Bach, où il avait emmené sa première femme, Maria Barbara, pour lui montrer comment il jouait de l'orgue, et ça a fait un petit scandale. Un dimanche matin, j'étais tout seul, mais ça n'a pas plu. Et alors, on voit quand même elle chanter une fois, mais ça c'est à Köthen pour les musiques funèbres du prince qui venait de mourir. Elle chante une arie qui est le brouillon, la première version sur un autre texte qui est Mit Freuden sei die Welt verlassen, qui est la première version de Aus Liebe will mein Heiland sterben, qui est repris 3 semaines plus tard sur ces paroles, les deuxièmes, comme arié dans la Passion selon saint Matthieu. Bon, et là on la voit chanter, parce que Köthen, où cette musique funèbre a lieu, était d'obédience calviniste. Et là, les femmes étaient tolérées. Chez les luthériens, pas, chez les calvinistes, oui, voilà. Bon, est-ce qu'il y a d'autres questions?
Mais avec les perruques, on aurait pu confondre les hommes et les femmes. Qu'est-ce que moi? Avec quoi? Les perruques. Oh non, non. Non, moi je ne les aurais pas confondu. Non, Ça leur faisait plaisir d'avoir les avec costumes. perruque ou sans perruque, je ne confonds pas un homme et une femme. Ils étaient contents d'avoir les costumes et les perruques à l'ancienne, ces musiciens. Bon, c'est quand même lourd à porter une perruque. Hein. Mais ils étaient Puis ça d'accord. tient chaud. Puis ça chatouille et tout. Bon, mais enfin, il y en a qui étaient très contents, ils étaient très fiers de leur perruque. Ils traversaient la ville tous les soirs de l'église à l'hôtel avec leurs trucs, et le matin, après le petit déjeuner, ils allaient s'habiller pour aller à l'église dans la ville de Staden. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je ne vais pas me lancer dans des questions trop, mais quand même, le rapport de placement de la caméra par rapport au micro. Est-ce que le micro est toujours derrière la caméra, ou est-ce qu'il y a des moments où on prend le son un peu dans une autre perspective, parce que le lieu et tout ça? Chaque fois que c'était possible, c'était toujours la même perspective. Ça, on y tenait beaucoup pour des questions de reconnaissance spatiale, et Rocher y tenait également. Bon, parfois il a 3 micros, mais c'est très rare. Il vaut mieux un micro bien placé que 25 micros cachés dans tous les coins, Et du coup, qui ne font que de la confusion. quand vous décidiez la position de la caméra, vous anticipiez le point d'écoute? Bah ouais. C'est ça. Ça veut dire c'est quand même une certaine manière de penser la position de la caméra. Ouais. Pourquoi? Non, je réfléchis à voix haute, disons. On ne peut pas tromper les gens et leur faire entendre un son qui ne correspond pas du tout à ce qu'ils voient. Il y a des moments, ça a l'air déjà pas facile de loger la caméra sur la tribune d'orgue, alors le perchman ne va pas trouver ça facile non plus. Oh ben c'était des acrobaties permanentes. Toutes ces tribunes d'orgue là qu'on voit, il y en a 4-5, où on voit des exécutions avec chœur, aucune n'est originale. Elles sont originales de l'époque, mais pas pour Bach. Parce que toutes celles où Bach a travaillé sont détruites. Ou détruites complètement, ou dynamitées même. Ou bien reconstituées dans le style 1875, etc. C'est-à-dire avec un petit positif qui a 10 mètres de plus de distance et un espace qui permet une exécution romantique des cantates. Parce que l'astuce du film qui a séduit Léonard, pourquoi il a dit il a accepté au bout de 3 jours de lecture, c'est que pour la première fois on exécute de la musique de Bach avec les moyens dont il disposait, c'est-à-dire 3 garçons par voix, 3 pour le soprano, 3 pour l'alto, 3 pour le ténor et 3 pour la basse, pas plus. Un chœur, 12 garçons. Et pas de filles non plus, il n'y a pas de filles. 12 garçons pour un chœur. Double chœur Saint-Mathieu, 24 garçons, pas plus. Plus le cantus firmus au milieu. 6 garçons. C'était ça. Bach avait à sa disposition ces moyens-là et pas plus. Donc il a écrit, parce que c'était un artisan sérieux et précis, il a écrit de la musique pour ces moyens-là et pas pour 300 personnes.
Il vous a fallu combien de temps pour faire ce film? Comment? Combien de temps vous avez passé Pour le film? oui, pour le film? Pour le tourner? Oui. Comment vous... Alors, l'idée du film est de 54. Et on a pu le réaliser en 67. Et vous l'avez fait en combien de temps? Plusieurs Ah mois? ben, sans interruption, pendant 3 mois. 3 mois. Je sais plus, 3 mois, ouais. Pourquoi vous avez choisi Bach? Enfin, ce thème des chroniques de Anna Magdalena Bach. Pourquoi Bach? Ouais. Parce que Bach m'intéressait. Parce qu'il y a chez Bach une alliance de mystique rénal et de violence moderne. Il y a une sorte de dialectique là qui est unique au monde. Puis enfin, le film commence avec le plus beau tourbillon qu'un esprit humain ait jamais inventé. La cadence du 5e brandebourgeois, c'est quelque chose de prodigieux. Bon, et là, rien ne se passe. Tout d'un coup, le récit commence. Après, on voit la fille, à la fin de ce concert, de ce mouvement de concerto, et 24 secondes, 1 seconde, 24 photogrammes, et là, le récit commence. Il avait, etc. Sa femme était morte 1 an auparavant. Bon, et ça continue sur les gosses. Et c'est comme ça que tout le film est fait. Parce que Bach, c'est à la fois la musique baroque et c'est en même temps le contraire. Au fond, j'ai jamais aimé la musique baroque. C'était ça la question à peu près? Bon. Alors qu'il soit bien répété que Anna Magdalena Bach n'a jamais tenu un journal, n'a jamais écrit une autobiographie, et qu'on n'a d'elle, de sa plume, que les partitions qu'elle recopiait pour les exécutions musicales, et une lettre au conseil municipal après la mort de Bach pour demander de l'argent. Mais celle-là, pour que ce soit plus beau, elle l'avait dictée à un copiste de la ville, officiel. Donc on n'a même pas son écriture. Son écriture, on l'a seulement dans... Et on a des lettres qu'elle a envoyées au cousin, là. Pour l'oiseau et les fleurs. Mais ces lettres-là, on les a pas de sa plume, on les a grâce au cousin à qui elle les a envoyées. Donc on n'a rien d'elle, rien. Et quant à lui, de personnel, on a 3-4 choses importantes. Il dit que la musique a changé et qu'elle est devenue plus exigeante que la musique des temps précédents, etc. Et il dit aussi que la sienne est très difficile. Et ça, c'est très personnel. Mais c'est pas une lettre envoyée à un confesseur. C'est une lettre de protestation. Et par ailleurs, les lettres, ce qu'il y a de vraiment, ce qu'on appelle intime, personnel, familial, c'est les lettres sur le fils dévoyé Bernard qui est mort chez un cousin éloigné. Voilà. C'est tout. Mais on a vu beaucoup de documents écrits dans le film. Donc Oui. vous montrez c'était des lettres Oui. ou des textes ou des... Oui, ça c'est le miroir c'est le miroir
Oui, c'est le miroir, c'est l'aspect optique de l'esprit de Bach. C'est des choses de sa main la plupart du temps quand Et c'est. vous les avez trouvés facilement? Ils sont dans un musée? Oh non, non, c'est dispersé. C'est dispersé. On a fait au moins 30 musées et des endroits les plus éloignés les uns des autres. Et des bibliothèques et. Non, non, tout ça c'est. Il y a bien un Bach archive à Leipzig, mais non 3 fois. Monsieur, Hein? j'ai été surprise, moi, par le débit d'Anna Magdalena qui J'ai ne tout, respirait pardon. pas. Ouais. Voilà. Alors que la musique de Bach n'est que respiration. Était-ce Vous, voulu? vous avez été surpris, je n'ai pas compris le début. J'étais surprise par le débit, par la manière dont parle Anna Magdalena. Ouais. Moi-même, je ne pouvais plus respirer parce qu'elle ne s'arrête jamais. Or, pour moi, Elle la ne musique quoi? de Bach, elle ne s'arrête pas. Les phrases se suivent sans pouvoir respirer et puis nous devons continuer ainsi et entendre ce qu'elle est en train de nous dire. Moi, j'ai été essoufflée. Alors, est-ce que c'est voulu pour mettre une opposition entre la musique de Bach, qui, elle, est respiration? Ben, c'est le récit d'une histoire d'amour. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas. Ah ouais. C'est pas Marie-Chantal, c'est autre chose. Je n'ai pas, excusez. Comment? Que venez-vous de dire, excusez-moi? Je n'ai pas compris ce que vous veniez de dire. Je dis, c'est pas Marie-Chantal, c'est pas un roman de garde Voilà. de Monsieur Londucat. Bon, c'est tout. C'est tragique, oui, c'est tragique. Alors on le ressent. Comment? On le ressent, puisque... Ah ben on est tant pris mieux, dans- j'espère dans qu'on n'a cet pas travaillé tout étranglement. à fait pour des prunes. Ou für die Katz, comme disent les Allemands. Puis le film a passé dans beaucoup de villes allemandes. Le film? Il a passé dans beaucoup de villes en Allemagne. Bon, ils l'ont montré comme plusieurs fois à la télévision. Plus qu'en France ou dans d'autres pays. Bon, en France, le film est sorti à Paris, au Luxembourg. Et ensuite, il a été. Non, au Gilles Quart, ensuite, il a été repris au Luxembourg. Il a quand même été vu par 30 000 Parisiens la première fois. Bon, après, ils l'ont repris dans un cinéma à Beaubourg, etc. Mais le film en France, dans des cinémas publics en France, le film a été vu en gros. Au cours des ans comme ça, par un peu moins de 100 000 personnes, hein, malgré tout. Malgré tout. Puis en Autriche aussi, je pense. Oui, en Autriche. Oui. Mais il est passé également dans un cinéma d'Amsterdam pendant plus de 3 semaines. Un cinéma bien situé dans le centre d'Amsterdam. On pourrait penser que des conservatoires de musique, des écoles de musique aussi, puissent le passer pour leurs étudiants. Ouais. Ouais, ça je m'en fiche un peu. Ils le font. Ils le font, ils le font. Ils le font, bien sûr.